Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 12 septembre, il est 18h et le Café Presse Politique de la 6e saison 2018-2019 redémarre, messieurs. Bonjour Hassan Wali, bonjour. Amani Grashan, bonjour. Saïd Jafar, bonjour. Akram Khrif, bonjour. Très content de vous retrouver. Nous sommes à peu près dans la configuration de la dernière émission Atif Erdoud, mais à la place de Hassan, on a Hassan. À la place de Hassan Mouali, on a Hassan Wali, qu'on a loupé de peu à Atif Erdoud, lors de la cérémonie du CPP, qui était en fait une cérémonie de clôture. Nous sommes très heureux, chers amis auditeurs, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Il y aura du mouvement encore dans le Café Presse Politique. La présentation ne va pas rester telle qu'elle est, très probablement. On ne sait pas si notre ami Khaldrani nous rejoindra ou pas. Ça reste une des questions en suspens, mais ce qui est sûr, c'est que... C'est un appel du pied, là. C'est un appel du pied, c'est clair. On n'a jamais convenu qu'il partait. Et évidemment, ce plateau va changer au fur et à mesure, au gré des thèmes que nous allons aborder, des thématiques, des disponibilités aussi des uns et des autres. Vous avez peut-être déjà constaté que le décor, le studio a changé. Je ne sais pas comment vous le trouvez d'ailleurs, chers amis. Plus beau qu'il ne l'est. Plus clair. Plus clair. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il y en a qui nous ont félicité pour l'ambiance Zawiya à cause du vert. À cause du vert, oui. C'est algérien, le vert. Non, tu te mets aux couleurs nationales. De toute façon, on était déjà dans le vert, hein, si vous ne l'avez pas remarqué. Donc voilà, du changement. Il y aura peut-être aussi un changement sûrement un changement dans l'habillage sonore de cette émission, et puis d'autres surprises que nous vous réservons tout au cours de cette année qui se prépare, qui sera une année particulièrement intense et dense, puisque c'est l'année de l'élection présidentielle en avril prochain. Le Café Presse Politique qui est né sous l'égide de Café Presse Présidentiel. Saïd, tu t'en souviens, en 2014, on était né autour de l'échéance des présidentielles, et puis il est devenu Café Presse Politique. Peut-être qu'il reviendra d'ailleurs Café Presse Présidentiel dans quelques semaines. Messieurs, j'arrête de parler, je suis très, très bavard, je m'en rends compte. Je vous passe la parole pour nous dire, comme d'habitude, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine de reprise, en gros, de l'activité sociale en Algérie et dans le monde. Je commence par Aman Grashan pour changer. En fait, c'est l'interdiction de la marche des opposants au 5e mandat du mouvement Mouatana à Constantine. Bon, ils nous ont dit jusqu'à très récemment que les marches étaient interdites à Alger, et là c'est Constantine. Tu n'y croyais voilà. pas encore. Et c'était pas une marche, hein. C'est une rencontre de sensibilisation, voilà. C'était pas une marche. C'était moins important que ça, mais pourtant, elle a été interdite. Ils ont mobilisé des camions de ramassage d'ordures, etc. Ils ont bloqué la place de la C'est pas mon image de la semaine. Oui. Pour compléter le propos d'Ammar, c'est que le président de la République de Constantine avait fait une déclaration publique disant que Constantine est une ligne rouge. Vous n'êtes pas les bienvenus à Constantine. Et le jour de la manif, un des commissaires qui était chargé d'embarquer les manifestants avait dit à une manifestante, chef d'un parti politique du surcroît, lui a signifié de quitter Constantine. Oui. Le retour à la tribu, quoi. Le fait de la semaine, Akram, pour toi. Pour moi, c'est un papier de Maghreb émergent. Je vais faire un peu de publicité. C'est l'Algérie qui rate encore une opportunité économique. Il y a eu un accord entre une douzaine de banques africaines et la Chine, avec la Banque centrale chinoise, pour
pour faire bouger les choses, pour travailler de concert et faire des échanges, pour ouvrir la voie vers du financement. Et aucune banque algérienne n'était présente. Et car probablement n'avait pas l'autorisation. On a jugé que ça ne devait pas être multilatéral et que l'Algérie ne devait pas siéger aux côtés de pays avec un PIB plus faible. Oui. Saïd, le fait de la semaine? Écoutez, il y a eu tellement de mauvaises nouvelles cet été. Aujourd'hui, il y a eu la mort de Rachid Taha. Et j'en tire quelque chose de très sympa. C'était un homme chaleureux. Et même si c'est une mort, je préfère penser à Rachid Taha qu'à ce qu'on a vécu durant l'été. Voilà. Allah yarhamou. Mon grand artiste de l'exil qui a exhumé le chant en arabe en France, qui est une vraie provocation et une vraie prise de risque. Hassan Wali, t'en fais la semaine. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est le président de l'Assemblée nationale, troisième personnage de l'État, qui a un souci de santé. Il part se soigner à Paris. Oui. Dirigeant du FLN. Oui, monsieur, on peut citer son nom, monsieur Bouhadja. Saïd Bouhadja. Oui, Saïd Bouhadja, on peut citer son nom, oui. Ça commence à faire une longue liste. Ça commence à faire une longue liste. Il y a un autre haut responsable qui se fait soigner depuis quelques jours à Paris. C'est peut-être le deuxième qu'on a perdu de vue. Ouais. Oui, c'est-à-dire qu'on a en fait les 3 premiers personnages de l'État qui sont impotents. Enfin oui, je sais pas si on doit en rire, mais bon, enfin c'est un peu le constat qu'on est obligé de faire. C'est risible. Tristement. Pour se consoler, on rappellera aussi que le maréchal Haftar est malade, il a attaqué l'Algérie, donc on est dans une symétrie globale. Il a fait un démenti. Il a fait un démenti, oui. Bon. Peut-être qu'on aura le temps d'en parler en fin de deuxième partie, c'est pas sûr. Donc l'actualité la plus brûlante de cet été, on va l'aborder. Mais moi, auparavant, je voulais vous poser la question parce que c'est une émission de reprise, qu'on s'est perdu de vue pendant 6 semaines, que chacun a vaqué à la détente et à des occupations d'une autre nature. Qu'est-ce qui a accaparé, qu'est-ce qui a retenu l'attention des Algériens autour de vous pendant cet été? De quoi parlaient-ils? Qu'est-ce qui les faisait réagir? Est-ce que on va pas parler du choléra, on en parlera en deuxième partie en fin d'été parce que c'est quand même le thème qui a écrasé la rentrée sociale. Mais sinon, dans le creux de l'été, dans le creux du mois d'août, est-ce que les Algériens se sont passionnés en gros pour les mêmes sujets que vous, ou est-ce que vous les avez trouvés plutôt accaparés par d'autres sujets? Voilà. En tout cas, moi j'ai remarqué que cette année, l'Algérien a moins ronronné que les autres années, donc, pendant le mois d'août. Ronronné en Algérie ou en Tunisie? Un peu partout. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Non, j'ai remarqué que au moins la capitale était assez animée, qu'il y avait encore de la circulation pendant tout le mois. Donc c'est peut-être dû aussi au rush, parce qu'il y a eu un problème de timing avec l'Aïd qui venait à la fin du mois d'août, avec la rentrée sociale et scolaire qui se rapprochait. Donc beaucoup de gens ont fait l'impasse, beaucoup de gens ont tenté les vacances en Algérie. Cette année, il y a eu énormément de buzz et énormément de bruit autour du nouveau rapport de l'Algérien avec la plage. Les problèmes de parking, les problèmes d'accès, les problèmes de pollution, la cherté d'une journée à la plage. Exactement. Et donc, plus que les autres années, à mon sens et à mon avis, il me semble que les Algériens sont en train de redécouvrir la plage et les vacances en Algérie, un petit peu dans la douleur. Un petit peu dans le... Saïd, on a vu tes reportages sur les sablettes et l'occupation populaire des sablettes. Oui, mais en même temps sur la sablette, les gens par exemple se baignaient, mais avec beaucoup d'inquiétude parce que la qualité de l'eau. C'est une plage interdite à la baignade. Elle est officiellement autorisée à la baignade. Vous avez un placard de la wilaya d'Alger qui dit baignade autorisée, etc. Et en même temps, tu as des gens qui te disent, regarde, la couleur de l'eau est douteuse, etc. Bon. Du coup, c'est un truc ambivalent. Effectivement, les gens ont occupé la sablette, très sérieusement, c'est très sympa. Mais en même temps,
le sentiment, que ce soit sur cette histoire de Sablette, le choléra, même si tu veux pas en parler, ou les parkingers, c'est le sentiment, en fait, que l'État se disperse. Et il est en train de s'étioler complètement, et les gens sont un peu sidérés parce que on a un État qui est présent que pour la répression, mais pour le service minimal, la voirie, gérer la santé, cet État est absent. Et donc, il y a quelque chose qui... au-delà du fait qu'ils ont pris avec plaisir d'assaut la mer, etc., mais il y a une inquiétude qui devient encore plus grande. Voilà. Hassan Wali, est-ce que les Algériens ont cessé de parler de cocaïne pendant le mois d'août autour de toi? Non, ça continue de parler de cocaïne, ça a renforcé leurs inquiétudes, ça les rassure pas et ça montre à quel point, comme le dit c'est bien Saïd, à quel point l'État n'est jamais à l'endroit. L'État n'est jamais là où il est souvent là où il ne doit pas l'être. Moi je voudrais dire, je vais essayer d'être positif sur un certain nombre de choses. C'est qu'à l'inverse du spectacle affligeant et permanent que nous renvoie le pouvoir, le gouvernement, les ministres, les responsables, en face, il y a des choses qui s'organisent. À commencer par Racontar, qui est une manifestation citoyenne extraordinaire. Quand on voit, par exemple, des femmes dans un village à Bouzganahar qui ont construit une clinique, et pas loin de ce village, des femmes ont construit une mosquée et plein de manifestations culturelles. Il y a eu des cafés littéraires qui se multiplient malgré les difficultés, malgré les blocages, malgré les interdictions. Il y a une multiplication de cafés littéraires. J'ai reçu Malika Baraka, membre de la direction du Rassemblement pour la Kabylie, en début de semaine. Ça va être diffusé incessamment sous peu sur Radio M. Ça, c'est la Kabylie. Tu auras remarqué que je n'ai pas cité les endroits où se déroulent ces manifestations. Peu importe. À Racontar, ils viennent de partout. Ils ont quand même accueilli pas 150 000 visiteurs. Ils viennent des 4 coins du pays. Il y a une demande nationale. Il y a une demande de débat. Il y a une demande d'échange, d'ouverture. Il y a un souci national chez les gens. Et ça tranche avec ce qui est dominant, ce qu'offre le pouvoir politique. C'est rassurant parce que l'Algérien, contrairement à ce qu'on veut affirmer, l'Algérien a envie de faire de la politique, a envie de s'impliquer dans la vie citoyenne, a envie de participer à la construction de quelque chose. C'est dire que on a, malgré tous les coups tordus qu'on a donnés à la société, à la collectivité nationale, il y a une envie, il reste quand même un espoir. C'est peut-être la dernière chose qu'on peut perdre, mais les ressorts sont fragilisés. Tu viens de gagner un ticket de titulaire pour le CPP de tout le reste de l'année. Si tu es aussi optimiste, tu nous donnes de l'espoir. On a du mal. On commence à avoir du mal. Si on désespère, on rentre chez nous. Le CCPE n'a plus raison d'être. Amanigrachen, Boumerdes, c'est ton fief habituel. Boumerdes, c'est plutôt tranquille. Les gens parlent de choses sérieuses à Boumerdes, non? Non, en fait, j'ai pas été à Boumerdes pendant l'été. Donc t'as pas vu d'Algérien? Non, au début, je suis rentré au village pour assister à quelques fêtes de mariage. En fait, avant, les intrigues, les grands problèmes, on en entend parler dans les grandes villes. J'ai été surpris parce que même au village, la sérénité d'avant n'existe plus. Les gens sont inquiets, même dans les villages les plus reculés du pays. Le syndrome El Bouchi est arrivé dans le village. Oui, les gens sont très inquiets. Bon, l'ambiance festive des mariages, etc., a un peu atténué l'atmosphère de tension, etc. Mais bon, après, j'ai fui, j'ai quitté le pays pour une vingtaine de jours et j'ai profité pour lire quelques romans d'un écrivain tunisien, Ali Bichour. On peut rappeler à nos amis auditeurs quand même qu'il y a 10 ans, au même moment, on est le 12 septembre, c'était le début de la plus grande crise économique
et financière qui est partie de Wall Ou Street. bien la Les démission Lehman de Brothers. Zerwal, ou bien Voilà. la démission. Ou la 20 ans. démission. 20 ans. 20 ans. La démission de Zerwal, ça fait 10 ans de plus. Et donc c'est juste pour relativiser les choses. C'est-à-dire que Mais on peut je pense considérer que tu as cité le mauvais exemple parce que l'Algérie n'étant pas connectée au monde de la finance internationale, on n'est pas concerné par ce qui se fait dans le monde. La monnaie algérienne n'étant pas convertible, on est... Non, c'est pour dire comment Là, il est en train de... En fait, reprendre son- une récession, si- Ammar, une récession internationale a Oui, un oui, impact bien sûr, sur le bien pétrole, sûr. et donc à Direct ce et moment-là, considérable. tu es connecté. Bien sûr. Voilà. Dès octobre 2009, le pétrole était à $32. Il y a eu une réunion de l'OPEP à Oran, l'hôtel Sheraton d'Oran, pour essayer de sauver ce qui était sauvable, avec la présence du vice-premier ministre russe pour sauver la mise. Alors, on revient au CPP classique. Là, on a essayé de prendre un petit peu la température de notre traité, de l'ambiance de manière générale qui a pu prévaloir autour de nous. Alors, si nous, on avait travaillé, entre guillemets, durant le mois d'août, on aurait évidemment traité de la poursuite des changements dans l'organigramme sécuritaire du pays qui s'est poursuivi. Donc, nous, on s'était quitté sur la chute assez spectaculaire donc, de L'Hamel, Abdelghani L'Hamel, patron de la DGSN, consécutivement à l'affaire de la cocaïne à Oran. Il y a eu les changements qu'il y a eu à la tête de la gendarmerie avec le départ de Mennad. Et après notre départ en vacances, entre guillemets, tout cela s'est poursuivi, donc très vite, 4 chefs de région militaire, 3 directeurs centraux, 2 chefs d'état-major d'armes, d'armes de force, et peut-être que tout cela ne s'est pas terminé. Comment vous avez vécu, interprété tout cela? Est-ce que c'était déjà un sujet d'intérêt pour les gens autour de vous et pour vous-même? Parce que c'est quand même... On a fait le point avec quelqu'un qui est spécialiste de ces questions-là. Il ne se souvient pas, je ne sais pas si tu peux nous le confirmer, Akram, qu'il y ait eu autant de changements à la tête des appareils de sécurité dans un laps de temps aussi court depuis l'indépendance. Non, ça n'a jamais eu lieu, c'est une première. Bon, le changement n'est pas énorme non plus, hein. Il n'est pas énorme parce qu'il n'implique pas. C'est quoi encore... un changement énorme? C'est le chef d'état-major et le commandant en chef des forces terrestres? Ça serait que tous les commandants de force partent et qu'il n'y ait pas de permutation dans les régions, qu'il y ait des départs et qu'il y ait des changements spectaculaires en introduisant des... Ça s'appelle un coup d'État en général dans un pays comme l'Algérie. Hein. Donc un rajeunissement, etc., de nouvelles têtes, etc. Donc, on n'est pas dans ce cas de figure. J'ai pas l'impression. En fait, c'est... si vous voulez, le fond de ma pensée, c'est un changement qui est esthétique, et qui n'aura pas un très très gros impact, mis à part celui de diminuer l'influence politique de l'armée, parce que changement il y a, et parce que ça va être très difficile pour les nouveaux de s'imposer comme étant acteurs d'une quelconque prise de décision demain ou après-demain. On va y revenir dans un moment, ça c'est important. Une plus grande dépolitisation de l'AMP, oui, Ammar? Moi, je pense que c'est un simple réajustement interne au système. Il ne nous concerne pas trop parce qu'il ne touche pas aux fondamentaux. L'armée étant ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle détient un monopole quasi absolu sur tous les pouvoirs en Algérie, un monopole qu'elle partage légèrement avec la présidence depuis quelque temps, mais le système est toujours le même. L'armée, certains essayent de nous faire passer les changements qu'il y a à sa tête pour des signes plutôt positifs, des signaux plutôt positifs, mais l'armée nous a trahis. Elle nous a trahis d'abord. Non, on va pas rire. Mais ne te sens pas inclus dans le nous, c'est tout. C'est pas... nous aussi, on se sent pas inclus. C'est qui le nous? Moi, en tant qu'Algérien, l'état-major de l'armée m'a trahi en 62 en faisant un coup d'État contre le GPRA. Elle m'a trahi aussi en 92 quand
l'état-major de l'armée, c'était l'armée. Dans les années 90, ils ont dit on arrête le processus électoral et pas le processus démocratique. Ça n'a pas été le cas. Ils ont arrêté, ils ont tué la démocratie en 92 et aujourd'hui on en paye les frais. Ils sont en train de boucher tous les horizons aux Algériens. Moi, j'étouffe dans ce pays. J'étouffe. J'ai atteint mes limites dans ce pays. Qu'ils nous laissent tranquilles un peu, qu'ils prennent un peu ce pays au sérieux. C'est vrai que ce pays, ça n'a pas été très sérieux au départ. Mais que les pères fondateurs ont fait cette aventure, ça n'a pas très bien réussi. Mais il est temps de prendre au sérieux ce pays. Mais c'est dégoûtant. Moi, j'étouffe dans ce pays. Et le premier responsable de ce malaise, de ce dégoût, c'est l'armée. Ah, il faut peut-être allumer la clim plutôt que prévu. Là. Non, en fait, il y a une question. Pas dans la salle. La salle est très bien. Il y a une question que tu aurais dû poser au départ. C'est déjà de définir ce qui s'est passé. Est-ce une réforme ou est-ce un changement ou est-ce ma question c'était comment vous interprétez ces changements et donc on peut inclure cette question-là. Qui veut répondre? Hassan, Saïd. Une réforme, un changement. Le mot réforme. Moi, dans une situation normale, d'un pays normal, d'un État normal. On n'en discuterait on discuterait même pas de ça. Ce serait un non-événement. Changer un chef de région militaire, changer un général, c'est un non-événement politique. Mais il se trouve que la frontière entre le politique et le militaire, Je rappelle à nos amis auditeurs très vite, c'est le chef de la première région militaire, Saïd Abid, qui en refusant il était dans le complot de 67 du coup d'État contre d'Arzbeli contre Boumediene et à la dernier moment il s'est retourné, il a hésité, il n'a pas mis le poids de la première RM dans ce coup d'État. Ça a permis à Boumediene de sauver sa tête et de sauver son régime. Donc c'est quand même historiquement ça reste important les chefs de région, notamment la première région militaire. Oui, je dis dans une situation normale, dans un État normal, ça ne constitue même pas un débat, voilà. Mais comme la frontière entre le politique et le militaire, l'influence des militaires dans ce pays, elle est certaine, elle est concrète. Ça fait un événement à chaque fois qu'on guette les changements, on interprète, on essaie d'analyser, même s'il n'y a pas une explication. Moi, je retiens l'expression récurrente de Gaïd Salah, chef d'état-major, qui dit qui emploie le mot alternance. On aimerait bien que ça se généralise à tous les niveaux dans ce pays, au sein de l'armée, au sein des institutions politiques, pas seulement une alternance de personnes, mais des alternatives politiques. Je pense que je dirais quand même un mot. Je dis que depuis le Hamel jusqu'au commandant de la gendarmerie, au chef de région, ces changements ne pouvaient pas ne pas avoir un lien direct ou indirect avec l'affaire de la cocaïne. Non, je peux dire, voilà. Il faut l'allier à un contexte politique. On va aller vers des élections présidentielles. Au niveau de l'armée, on remplace des gens qui sont installés depuis assez longtemps. On fait monter des gens qui sont à des grades inférieurs, à des niveaux inférieurs, pour avoir plus d'enthousiasme pour le 5e mandat. Les ministres, on va en balancer d'autres ministres et ramener d'autres pour qu'ils se mettent avec plus d'entrain, parce que c'est quand même, c'est un État où les choses se dégradent. Il y a une sorte de l'effet d'entropie, quand on en a parlé, s'accélère. Le choléra, tous ces phénomènes-là, en 70, il y a eu des épidémies de choléra qui ont été mieux gérées. En 1970. C'est-à-dire qu'en 2018, on n'arrive pas jusqu'à présent à identifier la source du choléra. C'est quand même un signe que les structures de l'État se déglinguent, etc. Et donc, moi, je pense que ces nominations, c'est pour mettre des gens qui, on les met en avant, ils vont se mettre avec un peu plus d'enthousiasme à soutenir une perspective. Alors si on retient cette lecture, celle que tu proposes à Jafar, ça signifierait que celui qui est à la commande de ces changements dans les postes qu'on a évoqués, donc dans la haute hiérarchie de l'ANP, c'est la présidence de la République, parce que celui qui est le plus impliqué, intéressé par le 5e mandat, c'est le cercle présidentiel, c'est Saïd Bouteflika, c'est lui qui est à la baguette, au nom du président Bouteflika. Tout de même, beaucoup de gens se sont posé la question de savoir est-ce que c'était pas plutôt
plutôt le chef d'état-major, Ahmed Gaïd Salah, qui était plutôt à la manœuvre. Et que c'était plutôt lui qui avait proposé la liste de ces changements-là et qu'il était en train de renforcer sa position. Est-ce qu'on a eu un quelconque signe que Gaïd Salah est contre Bouteflika? Non. Donc, Gaïd Salah peut dire que pour le 5e mandat, je mets dans l'armée les gens qui vont apporter du sang neuf, de l'enthousiasme, etc. Et c'est le président qui signe. Il faut rappeler toujours quand même que les nominations, c'est le président de la République, que Gaïd Salah ne peut pas lui imposer. Le président Bouteflika peut dire « je suis malade, je signe pas ». À la limite, même s'il se met. Donc, c'est une question vraiment technique. Donc, on peut pas... Donc ça s'est fait en tandem. Tout ça s'est fait en tandem, en bonne entente. En bonne entente, tout à fait. C'est vrai que ce type de changement, souvent, ce n'est pas un groupe qui l'emporte sur l'autre. Souvent, des arrangements. Mais moi, je ne saurais pas dire que c'est dans la perspective d'un 5e mandat. Moi, je reste convaincu que ça 5e mandat est une hypothèse extrêmement faible. Ça va être vraiment... disons une reconduction par défaut. Je ne pense pas que ça va déboucher vers ça. Je ne pense pas que c'est le sens de ces changements. Hassan Ouali a décidé d'être optimiste. Non. Moi j'ai toujours dit que le 5e mandat n'est pas du tout à l'ordre du jour. Les changements peuvent avoir un sens. La question c'est qui a opéré ces changements-là? Est-ce que c'est Bouteflika? Est-ce que c'est Gaïd Salah? Ou est-ce que c'est, comme le dit Saïd Jafar, en tandem et en bonne entente que ça s'est fait? Et il y a des arrangements parce que, comme dirait Coluche, la merde commence à se sentir au sommet. C'est un secret de Pouchinelle que de dire que le chef d'état-major ne s'entendait pas avec le chef de la première région. Ça, tout le monde le sait sur la place publique. Et que on a voulu... Avec le général Chentouf, donc le général Chentouf, si on te suit, Hassan, ça signifie que ça conforte plutôt le chef d'état-major. Je ne sais pas. Dans ce pays, c'est au moment où on dit que telle personne qui occupe un poste de responsabilité puissant, c'est à ce moment-là qu'il perd tous les pouvoirs. C'est au moment où on a dit de tout faire qu'il est Rabb el Zahir qu'il commence à perdre ses pouvoirs. Tout fait à ce moment, je pense que dans l'histoire récente de ce pays, le système ou le régime politique, pourrait faire un peu étroit, n'a jamais fonctionné avec un chef hégémonique. Il y a eu toujours des équilibres de pouvoir qui évoluent, qui au gré des situations, des conjonctures, des intérêts. Avec le pouvoir de signature du président, oui, comme l'élément qui tranche. Évident, mais c'est vrai que dans l'architecture constitutionnelle, le chef de l'État dispose du bouton nucléaire. Il peut signer l'arrêt de mort de n'importe quel responsable. Mais il tient compte quand même d'un certain nombre de... Mais il en tient compte, c'est-à-dire, tu peux dire que c'est Gaïd Salah qui le fait. Mais il le fait dans le cadre d'un arrangement, dans le cadre du 5e mandat. Disons les choses clairement. Gaïd Salah a vocation à quitter son poste. Attendez, ça fait longtemps qu'on le dit. Mais il a vocation, on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Mais il va quitter son poste. Attendez. Ça fait longtemps qu'on le dit. J'ai encore rencontré le général Ben Hadid il y a 3 semaines dans un mariage. Et on a évidemment parlé on était en plein mouvement de ces changements-là, etc. Et la question, c'était de savoir si Gaïd Salah était le prochain ou pas. Et c'est vrai que on dit toujours, d'ailleurs, il l'avait dit, c'est une des raisons pour lesquelles il a été en prison en 2015, que c'était le seul qui pouvait s'opposer à une succession filiale, Bouteflika Saïd à la place de Abdelaziz, mais aussi qui pouvait se présenter et être éventuellement avoir cette prétention d'être président. Est-ce que, messieurs, question, Ahmed Gaïd Salah n'est-il pas devenu quand même un poids lourd dans la décision politique, dans le dispositif actuel? Parce qu'on en parle depuis tellement longtemps, il a survécu. Il a fait tomber quelqu'un du clan présidentiel. Il a fait tomber le Hamel. C'est pas rien du tout. Mais je pense que sur le Hamel, on n'a pas tous les éléments, toutes les données pour soutenir telle ou telle thèse, dire que c'est Gaïd Salah qui est de lui-même, seul qui a l'enquête a été conduite par l'armée. Pour le Hamel, c'est un cas particulier. Il a été suspendu de ses fonctions. Il devait passer au tribunal militaire pour haute trahison
pour intelligence avec l'ennemi, Bouteflika l'a repêché et l'a mis à la tête de la police. Et ça n'a pas du tout plu à l'armée, donc il y a eu une revanche. Mais avant qu'il ne soit nommé à la tête de la police, c'est une information sûre que je tiens d'une source très sûre. Tu dis que c'est toi qui l'as. Okay. Oui. Bon, mais il n'est pas tellement intéressant de déchiffrer les intrigues du sérail que le clan de l'armée l'emporte sur tel clan. On est toujours dans une logique de recyclage du même système. Qu'a accumulé, qui est en train d'accumuler Ahmed Gaïd Salah n'est-il pas une nouvelle donne stratégique? Voilà, c'est ça la à mon avis, non, parce que quel que soit le poids qu'il aura, il ne pourra jamais constituer une entité autonome à part entière pour pouvoir prendre une décision absolument libre. Il ne pourra pas. On est dans une logique de recyclage du système. On s'est autonomisé de Akram Khalil. Effectivement. Non, on a plusieurs choses. Je m'oppose à beaucoup de choses qui ont été dites ici. Premièrement, moi, contrairement à toi, je pense qu'il y aura un 5e mandat et que cette question est anecdotique, donc que ce sera une reconduction, comme tu le dis un petit peu. Je ne pense pas que ces changements soient liés au 5e mandat. Je ne pense pas que le 5e mandat ait une quelconque importance au niveau de l'état-major de l'armée. Je pense que ce qui s'est passé est plutôt lié à l'après-Bouteflika. Comme on sait que la décision ne se prendra qu'après le départ de Bouteflika, départ physique ou autre. Si c'est autre, on va aller chercher loin. Non, il pourra. Attends, non, laisse-moi terminer. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. C'est 2024. Sachant, c'est possible, Sachant que la décision de choisir, le choix se fera après son départ, on est en train de réduire au maximum le cercle des preneurs de décisions possibles. Aujourd'hui, on a un entourage du président qui est très fort et qui comprend que il a actuellement une chance de faire perdurer cette position. Ils savent que demain, sans la légitimité et la crédibilité d'Abdelaziz Bouteflika comme président, ils seront les premières victimes de l'armée qui viendra et qui dira non, on ne veut plus de vous, il y aura un changement. Donc, il va y avoir une bagarre au couteau à l'intérieur des cercles présidentiels et on ne veut pas de Kalachnikov à l'intérieur d'une bagarre de couteau. C'est la lecture que je fais aujourd'hui. Alors, messieurs, une dernière prise de parole sur la question et on termine la première partie. Vous, Akram Khalif a été très clair. Pour lui, on n'est pas dans la bataille du 5e mandat, on est dans la préparation de l'après Bouteflika. Moi, je pense que les deux peuvent être en même temps. C'est-à-dire, on est dans le 5e mandat et dans l'après Bouteflika. Je dis que c'est vrai. L'arrangement qui se fait, c'est que l'armée soutient le 5e mandat et se prépare pour l'après. C'est ça la combinaison qui va de pair. L'un n'exclut pas l'autre. L'homme fort de l'après Bouteflika, c'est jusqu'à nouvel ordre. À mon avis, c'est plus le général Toufik, il est tombé. Ce n'est plus le Hamel, il est tombé. C'est Ahmed Gaïd Salah. Je persiste. Mais en politique, on n'est jamais fini. Hein. Moi, je n'enterre pas définitivement le général Toufik. Voilà. Tu vois, Hassan, quand même, il y a une logique d'airain du système algérien. Quand tu sors de l'organigramme, tu ne pèses pas grand-chose. Oui. C'est-à-dire, on a maintenant. On a eu des généraux retraités qui ont de l'influence, etc. Mais c'est la présence dans l'organigramme qui est décisive. Alors, j'envoie un message à un de nos amis. Loi d'airain que vient de citer Saïd Jafar, quand tu sors du CPP, tu ne pèses plus grand-chose. On passe à la deuxième partie dans un petit moment, ne partez pas très loin. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité.
Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique. Le CPP de retour pour sa deuxième partie dans son numéro de reprise de la 6e saison, l'édition 2018-2019. Nos amis sont toujours autour de ce plateau, je rappelle, Hassan Wali, Ammar Ingrashan, Saïd Jafar et Akaram Khalil. C'est le dernier, j'ai toujours du mal avec le dernier. On a évoqué donc les changements, essayé de décrypter les changements qui se sont produits tout au long de l'été à la tête de l'appareil sécuritaire de l'État, en particulier à la tête de la haute hiérarchie de l'ANP, avec des points de vue, comme vous avez pu l'écouter et le constater, relativement divergents. Est-ce que, messieurs, vous vous attendez à ce que ça se poursuive à la faveur de la rentrée au niveau politique, notamment au niveau du gouvernement et de la gestion? Je peux rappeler qu'en 2013, donc à peu près au même moment, par rapport à l'échéance de l'élection de 2014, le président Bouteflika, de retour de France après son AIT, son accident ischémique transitoire, a procédé au changement de gouvernement, à un remaniement le plus spectaculaire. 12 ministres avaient disparu d'un coup. Visiblement, les ministres qui n'étaient pas très enthousiastes, pour utiliser une expression qui avait été évoquée en première partie de cette émission par Saïd Jafar, très enthousiastes pour le quatrième mandat à l'époque. Est-ce que vous attendez à un changement au niveau du gouvernement qui suive le changement qu'il y a pu y avoir au niveau des appareils sécuritaires? Déjà, je pense que les changements à l'intérieur de l'appareil sécuritaire vont aussi se poursuivre. C'est important. Et peut-être même avec une deuxième vague après avril 2019, pour ne pas dire après le 5e mandat. On en reparlera si on est là. Oui, sinon, le gouvernement qui nous intéresse donc dans cette deuxième partie. Le gouvernement, dans sa configuration actuelle, il est complètement acquis à la cause du 5e mandat. Donc, est-ce qu'il va y avoir un changement? Peut-être. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que pensent ceux qui seront ministres dans un éventuel remaniement. On peut commencer par le Premier ministre. Totalement acquis, on va aller au 5e mandat avec Ahmed Yahya. Le seul qui n'est pas totalement acquis, c'est Ahmed Yahya, parce que lui-même nourrit l'ambition d'être président. Il ne veut pas s'embarquer dans ce scénario, mais je sais qu'il le fera malgré lui. Parce il l'a déjà annoncé. Voilà, il est tacticien. Alors, si on enlève le 5e mandat, tout ce qui s'est passé cet été, il y a d'autres raisons peut-être de procéder à des remaniements. Il y a des ministères qui ne fonctionnent pas bien. Je voudrais quand même rajouter un mot avant de passer aux politiques sur les militaires. Il y a comme des raisons objectives qui ont fait que certaines devaient partir. C'est-à-dire, quand on est... On ne parle plus de l'âge des gens, là. C'est réglé depuis... Non, c'est que quand on est depuis 2004 à la tête d'une région militaire, ça commence à bien faire, ça commence à poser problème. C'est plus le débat de maintenant. Oui, mais ça va se poursuivre. C'est le débat de la première partie. Mais ce qu'on peut... C'est vrai que c'est difficile de faire un remaniement à la veille d'une rentrée politique et sociale. J'ai cité 2013, ça s'est fait. Il y a eu la moitié du gouvernement qui a sauté. Mais ce que l'on peut par contre observer, c'est il y a une cacophonie gouvernementale. Il y a des sorties hasardeuses d'un certain nombre de ministres dont les secteurs sont touchés, soit par des crises, par des grèves, je vais en citer quelques-uns. Le ministre de la Santé qui n'arrive pas à gérer la crise du choléra. Plus grave encore, pour revenir à l'idée de l'État qui s'étiole, c'est que la parole publique officielle ne porte plus. Ils ont dit que c'est à tel endroit, c'est à Hamar Lain, qui était la source de... tous les citoyens, tous les habitants sont partis boire de cette eau-là. Voilà, ça, c'est une perte de confiance totale. C'est une défiance, mais terrible. Cela montre autre chose, que le Premier ministre ne tient plus ses troupes. On ne l'entend pas parler, on ne l'a pas entendu parler depuis un bon moment, alors qu'il ne manquait pas d'occasion pour prendre la parole, pour soit rappeler à l'ordre, soit redresser, pour rassurer, pour montrer des signaux. Il est absent. En fait, Hassan a parlé de changement politique. Est-ce qu'on doit parler de politique quand on parle de gouvernement? On peut parler de l'administration du gouvernement, mais pas de politique. Et le Premier ministre lui-même
La fonction de chef de gouvernement étant abolie, la fonction du Premier ministre s'est dégradée à un niveau tel qui suit un peu l'effet général de dégradation du fonctionnement de l'État. Et donc, les ministres, même avec un Ouïahia soi-disant autoritaire, peuvent faire ce qu'ils veulent et dire toutes les bêtises qu'ils veulent. Et ils en ont dit, ils en ont énormément dit. C'est Hamrouche qui dit à chaque fois, nous avons des députés mais pas un parlement, nous avons des ministres mais pas un gouvernement. Alors, nous avons des ministres mais pas de gouvernement, ça permet de changer plus facilement les ministres. Oui. C'est ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. Je pense, après les sorties fracassantes du ministre de la Santé et de quelques autres ministres, je pense qu'il pourrait y avoir aussi, pour des raisons esthétiques et des raisons pour montrer qu'il y a une dynamique, que les choses ne sont pas bloquées, qu'il pourrait y avoir des départs. Alors, soyons réalistes, mes amis. On est en septembre 2018, à 6-7 mois d'une échéance importante, élection présidentielle. Il y a ce projet du 5e mandat, on peut ne pas se mettre d'accord sur... Vous voulez nous imposer de force les 10 Il existe, le projet existe. Est-ce qu'il sera réalisé ou pas? Il existe. Et c'est pas parce qu'on en parle qu'il va se réaliser. Non, mais ce que je veux dire, toutes les associations satellitaires ne parlent plus de 5e mandat, parlent de continuité. De continuité, donc c'est encore plus grave. C'est un élément de langage qui est, si on accorde de l'intérêt ce qu'il dit, c'est un élément de langage quand même qui doit... Non, la continuité, c'est avec Abdelaziz. C'est Abdelaziz. C'est pas un avatar, c'est Abdelaziz. Alors, qu'est-ce qui pourrait pousser? On est quand même dans un climat où... J'ai fait exprès de poser la question au début de cette émission, de l'ambiance de cet été, de quoi parlaient les Algériens, etc. Je vous ai pas entendu. Amal a dit inquiet, mais pas plus que ça. Enfin, tu as évoqué une demande politique. Donc, on n'est pas... Attendez, le 5 octobre prochain, on fête le 30e anniversaire du 5 octobre 1988. On n'est pas dans l'ambiance d'octobre, qu'on soit d'accord. On n'est pas dans l'ambiance des ruptures d'approvisionnement, des rumeurs. On n'est pas dans cette ambiance-là. Qu'est-ce qui pourrait pousser Abdelaziz Bouteflika, la présidence, à changer le gouvernement dans un contexte comme celui-là? Qu'est-ce qui pourrait le pousser? Moi, je pense très sincèrement qu'en Algérie, il n'y a pas une vraie demande de changement au sein de la société. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la majorité des Algériens trouvent leur compte dans la situation actuelle. Les Algériens ont beaucoup de choses à perdre. Je continue mon raisonnement. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui bénéficient des largesses du système. Les citoyens ont droit à des logements gratuits. C'est une forme. La corruption s'est étendue et touche des pans entiers de la société, ce qui fait que aujourd'hui la corruption bloque l'idée du changement. Mais en continuant dans cette logique, le pouvoir algérien est en train de tuer l'idée même de l'Algérie, parce que les Algériens ne conçoivent plus l'Algérie comme un État, comme une nation, mais la conçoivent comme un butin dont il faut prendre le plus gros morceau. Et ça, c'est très dangereux pour l'avenir du pays. Donc les conditions du changement ne sont pas là. Elles ne sont pas réunies. Mais il existe ce qu'on appelle dans tous les pays l'État profond qui doit prendre ses responsabilités et qui, à un moment donné, doit dire « Mais arrêtons, il faut qu'on fasse quelque chose. » Pourquoi ce serait l'État profond? Pourquoi c'est l'État profond? Il faut que est-ce que c'est lui les élites de ce pays, l'État profond contrôle l'Algérie depuis 62. L'État profond arrête les élections. L'État profond désigne le président. Ce qu'on appelle les forces vives, les élites, tout ce que vous... il faut qu'elles prennent leurs responsabilités. Il faut qu'il y ait... Attendez. Je continue. Moi, j'ai parlé de l'État profond parce que les élites, elles seules, ne peuvent rien faire. Il faut qu'il y ait une disponibilité au sommet, et ce ne sont pas le gouvernement et le Parlement et le Sénat qui peuvent décider d'une telle rupture. Et c'est l'État profond.
C'est quoi les services? C'est quoi les services? Je ne sais pas. Les services, où est-ce qu'ils sont? Ils sont dans l'opposition. Dans le cas où les services ne peuvent pas décider dans un moment, dans une heure de vérité comme l'actuellement période, ils sont dans la trahison. Il faut qu'ils décident, c'est le moment. S'ils décident pas aujourd'hui, ça sera trop tard demain. Puisque tu es en train d'ouvrir ce genre de dossier, moi je vais te dire le fond de ma pensée, moi aussi. Le fond de ma pensée, c'est que nous avons des gens, des élites politiques, des éditorialistes, etc., qui en permanence entretiennent une bipolarisation islamiste pouvoir pour empêcher quand même l'émergence d'un courant nationaliste, progressiste, etc. Parce que à chaque fois, on te remet dans des discussions où les Algériens sont sommés choisir entre les pseudo-laïcards ou bien les islamistes. C'est une population orchestrée. Regarde, l'histoire du Bédouin faite par Zawi, c'est un exemple même de la provocation qui sert à la polarisation et à pousser les gens à dire tiens, entre les pseudo-modernistes, je préfère le pouvoir ou les islamistes. C'est quoi cette histoire? Il faut quand même revenir à l'essentiel. Il y a un courant politique progressiste qui a existé et qui est en train d'être étouffé et pris en otage par un courant islamophobe en Algérie. C'est qu'il y a un paradoxe. Il y a des islamophobes algériens qui sont en train de mettre à chaque fois, de braquer la société, de remettre à chaque fois le pays en état de guerre civile. Du coup, Bouteflika paraît un modéré, il paraît un type de Al-Wassat, il va nous empêcher d'aller vers les éradicateurs ou bien vers les islamistes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a objectivement des élites en Algérie qui ont peur du peuple et qui entretiennent ce travail de bipolarisation et ils sont au service du pouvoir. Et c'est pas l'état profond qui va le changer. Alors, ma question, quand même, pour retrouver le fil. Non, il s'agit pas, c'est pas une polémique directe. La question, c'est le pavé dans la mare de Amar Ingrachen, il fallait bien qu'il en jette un, comme à chaque fois. C'est des Algériens. Oui. Je suis inquiet, je suis très mal à l'aise. C'est pas non, pas du tout, Amar. C'est pas dans un objectif de polémique. C'est qu'on n'arrive plus. Ma formule est malheureuse. C'est qu'un courant progressiste n'arrive plus à se formuler un courant progressiste qui n'est pas hostile à la population, qui fait preuve d'empathie à l'égard de la population, qui n'insulte pas ses croyances, qui les respecte. Et il y a toute une histoire du mouvement national qui ont fonctionné, ils n'ont jamais insulté le peuple. Les gens disent aujourd'hui en bottant, on insulte le populisme pour cracher sur le peuple. C'est un travail énorme de destruction. Au lieu d'amener les gens à la politique, on les pousse à se braquer et à dire quoi là, c'est les islamistes. Ma question, on est dans la continuité de ce qu'a dit Amar Ingrachen. Je retire mon expression pavé dans la mare. Est-ce que les Algériens ne sont pas prêts au changement? Je pense que c'est le point de départ de ce qu'on peut, de comment on peut. Est-ce que il y a finalement, nous on reproche au pouvoir de ne pas d'empêcher le changement, mais est-ce que finalement le système de redistribution, moi je vais pas l'appeler corruption, de redistribution sociale que permet la rente pétrolière, etc. Est-ce que c'est pas un empêchement, un handicap qui fait que les Algériens ne sont pas prêts et qu'ils s'accommodent de cette situation? D'abord quelques précisions. On ne peut pas parler au nom de dire comme ça de but en blanc que le peuple ne veut pas de changement parce qu'il est corrompu, parce qu'il bénéficie de la rente et tout. Les changements politiques, les changements sociaux, les changements historiques, ce sont des nécessités politiques. C'est des processus. Ils arrivent à un moment où on passe à une autre étape dans l'histoire. C'est de la science politique de base. C'est de la réalité politique de base qu'on a vu qu'à travers toute l'histoire de l'humanité. On ne peut pas dire que on n'a pas sondé tous les Algériens. Est-ce que vous voulez un changement? C'est faux de dire ça. Et on ne peut pas dire aussi que tout le monde est touché par la corruption. C'est faux de dire ça. Ça revient à dire que... J'ai pas dit tout le monde, j'ai dit la majorité. Non, ça déresponsabilise les corrompus. On ne peut pas dire que tous les entrepreneurs, tous les investisseurs bénéficient de largesses. Au contraire, plein d'investisseurs, si ce n'est pas la majorité des investisseurs qui sont bloqués au profit d'une minorité qui gravite autour du pouvoir, qui sert le pouvoir. Et on ne peut pas dire aussi que c'est impossible.
la politique, c'est la possibilité de faire des choses, c'est la possibilité d'une révolution, c'est la possibilité d'un changement, c'est la possibilité d'évolution. Sinon, on va dire quoi? Les Algériens, bon, ils sont condamnés à vivre comme ça, ad vitam aeternam. Je n'aurais pas terminé quand même. L'idée de l'État profond, c'est quelque chose de nouveau qui arrive sur le débat national. L'État profond. Mais qu'est-ce que l'État profond? Qu'est-ce que l'État profond? Les services, c'est pas un État profond, c'est un service dans l'État avec une mission définie par la Constitution. Il est vrai que les services spéciaux algériens, ils sont efficaces quand ils font dans le renseignement, ils sont terribles quand ils font dans la police politique, c'est évident. Et c'est seul un État démocratique qui redéfinit les attributs, les pouvoirs, et qui peut dire ça c'est un service de renseignement, on sait qui dirige ça et donc quelles sont ses missions. Voilà, on ne peut pas confier. Je termine avec ça. On ne peut pas dire que c'est l'heure de vérité. Si l'État profond n'assume pas ses responsabilités, il aura trahi. Toutes les heures, ce sont des heures de vérité. On tente de paix, on tente de guerre, on tente de crise, on tente de faste. Tout. Mais on ne peut pas confier, on ne peut pas s'indigner, on ne peut pas assumer sa citoyenneté tout en confiant notre destin à un État profond qui n'existe pas. Enfin, État profond qui existe ou qui n'existe pas, c'est pas lui qui fera le changement, Akram Makharif. Clairement pas. En fait, les Algériens ont besoin d'une parole politique moderne qui ne soit pas prise en otage par des débats français. Osons-le. C'est-à-dire, les gens calquent ce qui se passe en France. Il y a tout en Europe tout un courant anti-islam, etc. que des gens chez nous sont en train de reproduire bêtement. C'est une terre d'islam. Il faut le dire, il faut rappeler, c'est-à-dire des évidences. C'est une terre d'islam. Si tu veux changer, si tu veux changer ce pays, tu le fais avec la population, avec les gens, avec les Algériens. Si tu continues en train de cracher sur les Algériens, tu demandes aux militaires de changer quelque chose. Ils ne le changeront pas pour toi. C'est tellement évident ces choses-là qu'on a de la peine et on est attristé. Je vous annonce, et on arrive à la fin de ce numéro du CPP. Mais on m'a fait dire beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Tu as le droit de corriger en 30 secondes. Non, moi j'ai dit que l'armée a pris en otage l'Algérie. Aujourd'hui, on a atteint un point quasiment de non-retour. C'est l'intégrité même du pays qui est menacée. L'État algérien n'existe même plus pratiquement dans la tête des Algériens. Il est temps de prendre ce pays au sérieux. Qui est-ce qui doit le prendre au sérieux en premier lieu? C'est cette armée-là qui a pris le pays en otage. Si l'armée ne laisse pas ce courant progressiste s'exprimer librement et agir librement dans la société, ça ne fonctionnera pas. Je ne demande pas à l'armée de nous installer en une démocratie dans le pays, mais de nous laisser travailler. C'est plus clair. C'est tout. C'est plus clair, Amar, c'est plus clair. On arrive, je suis désolé, on est en train de boucler plus d'une heure de CPP, c'est exceptionnel. On arrive à la fin de cette émission. J'annonce que peut-être la semaine prochaine, on aura un point de vue différent dans ce tour de table qui va peut-être nous exprimer la position des élites que Saïd Jafar dépeint comme étant défiante vis-à-vis du peuple. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il crache tout le temps sur le peuple, mais on va peut-être essayer de comprendre, on est toujours entre journalistes, quel est le point de vue de cette autre élite qui conçoit le changement peut-être différemment et qui va peut-être pointer plus le caractère bigot et retardataire du courant islamiste dans ce pays. Peut-être pas nécessairement pour l'opposer ou nous faire peur et nous empêcher le changement. Je te dire, les élections en Tunisie nous ont montré que l'islamisme représente 35%. C'est exactement à peu près le résultat du fils en Algérie. Et qu'est-ce qui est la différence? Vous avez 35% qui sont islamistes, qui le seront. Vous avez quand même toute une partie de la population qui n'est pas anti-islam. C'est-à-dire, c'est là où le défaut des gens qui sont en train de prendre de haut les Algériens, c'est de ne pas comprendre que l'histoire du mouvement national, ce n'est pas des islamistes, les gens du mouvement national. Mais ils ont toujours compris que ils doivent accompagner la population et ne pas la heurter, ne pas l'insulter, l'amener à faire de la politique, etc. C'est quand même. Peut-être que c'était pas le même agenda.
cette élite dont tu parles du mouvement national et ceux qui aujourd'hui heurtent la population. Non, mais il y a quand même. On va pas relancer le débat. Il y a des évidences politiques. On ne peut pas dire aux Algériens ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent agir. Il faut considérer que ces gens-là, c'est des citoyens. Ils ont le droit de se battre pour leurs idées, leurs opinions. Et ensemble, on peut construire quelque chose. On peut vivre dans quelque chose de commun qui s'appelle l'Algérie, mais elle doit être démocratique. Merci beaucoup, Hassan. Merci beaucoup, Hassan. L'exemple tunisien, effectivement, est très opérant dans notre cas. Merci beaucoup, amis auditeurs, d'avoir été patients, de nous avoir accompagnés tout au long de ce premier numéro du CPP et à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse, politique.